Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce jeudi 23 mai, une page dite référendum. Bien entendu, on revient sur la sortie de Prangin du conseil régional et sur l'extension des horaires d'ouverture des magasins à Nyon. En plateau, on recevra Christelle Giraud, coprésidente de l'association Iconote. Prangin a voté sur la sortie de Région de Nyon dimanche par 23 voix d'écart. Les Pranginois ont décidé de sortir de l'association des communes du district de Nyon. NRTVR recueille les premières réactions à l'issue du vote du résultat. C'est effectivement un vote extrêmement serré puisqu'on parle d'une différence de 23 voix. On ne peut même pas dire que nous sommes désavoués, puisqu'il faut rappeler que le référendum portait sur une décision du Conseil et non pas de la municipalité. La municipalité va prendre acte, même si on aurait souhaité effectivement un résultat différent. Mais ce qui me réconforte quelque part, c'est qu'il n'y a pas un rejet complet de la région avec ce vote qui est pratiquement, encore une fois, partagé entre les citoyens en faveur de la région et ceux qui ont voté la sortie. Le vote est très serré et il est certainement très serré parce que la question n'était pas évidente à comprendre. C'est ce qu'on a remarqué pendant la campagne, dans les interviews qu'on a eues avec les gens qui nous posaient des questions. C'est une question institutionnelle, c'est une question technique, mais le vote démocratique a fonctionné, la population a pu se prononcer. Et à partir de ce moment-là, le résultat est tombé, on est plutôt satisfait. C'est un vote clair, il est serré, mais oui, la démocratie a décidé, la population pranginoise a voté, donc il n'y a pas de doute, c'est oui, donc retrait de Prangin de la région de Nyon. Maintenant, quand on voit une différence comme ça, on se dit qu'on aurait peut-être dû être plus combatif ou être plus actif sur certaines choses, peut-être aussi descendre un petit peu plus, boxer dans la même catégorie que le comité 62, pour faire appel notamment au populisme ou à des méthodes telles que comité 62 les a appliquées pour arracher 23 voix finalement. Un choix que le comité de direction de Région de Nyon regrette. Le président de l'association s'est également exprimé au micro de Florian Cavalieri. Alors tout d'abord, un petit peu d'amertume, de regret finalement par rapport à ce vote, même si, il faut le reconnaître, on se rend compte que la moitié de la population finalement est quand même acquise à Région de Nyon, et ça c'est une bonne nouvelle. Au final, c'est 23 votes qui vous manquent pour que Prangin soit resté dans Région de Nyon. Là, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'amertume. Oui, bien sûr. On s'est toujours demandé si nous n'aurions pas dû être beaucoup plus agressifs finalement dans cette campagne, comme l'ont été d'ailleurs les opposants au référendum. Je crois que la campagne s'est menée d'une façon qui n'est pas du tout exemplaire. C'est une campagne qui a été une attaque en règle contre la région, contre une région qui ne pouvait pas forcément se défendre. C'était pas simple. On avait pris l'engagement de ne pas rentrer dans le débat de Prangin. Mais je dirais qu'avec une telle bataille, d'arriver à avoir justement ce 50-50 quasiment, c'est déjà assez extraordinaire. On peut dire même que ça a été du pile ou face. On a lancé la pièce et puis elle est retombée du côté de la sortie de Prangin de Région de Nyon. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée un appel d'air? On sait qu'il y a beaucoup de communes qui se posent la question de sortir de Région de Nyon. Comment rassurer ces communes? Comment recréer cette unité au sein de Région de Nyon? Alors, je crois que c'est d'une part dans le discours et d'autre part dans la manière de travailler. Je pense que la région de Nyon doit absolument poursuivre sur cette politique qui consiste en fait tout simplement à collaborer. On n'est rien d'autre, et je crois que maintenant les gens l'ont compris, on n'est rien d'autre qu'un organe finalement qui favorise la collaboration entre les communes. Nous avons des communes qui forcément, dont leurs habitants vont forcément à l'extérieur pour travailler, pour leurs loisirs, pour toutes sortes de choses. Et c'est important que les prestations que l'on peut apporter à la population puissent se mettre en place dans l'ensemble de la région. Et les communes seules n'y arrivent pas. C'est donc nécessaire de pouvoir se mettre ensemble, et c'est bien ce travailler ensemble qu'on veut absolument pouvoir développer, même si certains croient que la sacro-sainte autonomie communale est le pendant finalement d'une forme de repli sur soi total.
total. Ce n'est absolument pas ça. Être autonome, c'est aussi savoir profiter de l'ensemble des choses que nous avons à disposition et pouvoir y participer. Si je comprends bien, Prangin seul au monde, c'est ni bon ni pour la commune, ni pour la région. Non, naturellement. Prangin toute seule, c'est 4000 habitants qui sont là au milieu. Alors, ils travailleront pour leur commune. Hein. Ça, on ne se fait pas de soucis pour ça. Mais par contre, en termes d'engagement intercommunaux, c'est quelque chose qui sera forcément beaucoup plus difficile. Un projet dont Prangin a besoin, qui dépend de la région et qu'ils ne pourront pas, dont ils ne pourront pas bénéficier. Écoutez, je ne vais pas commencer à parler sur un certain nombre de projets ou sur des choses. Il y a des engagements maintenant qui commencent à se faire. On a entendu, par exemple, quelque chose qui touche Lyon, c'est la patinoire. C'est des projets qui ne sont pas encore en route. Alors, aucune idée si Prangin participera ou pas. Il faut juste dire, c'est que Prangin n'est pas encore partie de la région. Hein. C'est une sortie qui devrait normalement se faire à la fin de l'année 2020. Donc, il y a encore des possibilités certainement de travail. Néanmoins, on arrive à cette situation où le Brexit à la pranginoise, eh bien, effectivement, va se consommer. D'ici sa sortie effective au 1er janvier 2021, Prangin conserve ses droits. Mais alors, quelle sera sa stratégie durant les 2 années à venir et qu'envisage-t-elle pour la suite? La réponse du syndic, des opposants et du partisan au référendum. Pour Prangin, les éléments ne vont pas changer fondamentalement. Mais par contre, la région se voit quelque peu affaiblie puisque une grande commune comme la nôtre ne participera plus à son développement, que ce soit au niveau des projets ou au niveau du financement de ces projets. La population elle-même pourra toujours profiter, entre guillemets, des infrastructures et des projets à caractère régional, mais encore une fois, n'y participera plus concrètement en termes d'élaboration de ces projets, de conduite de projets et de financement de ceux-ci. Il ne faut pas voir ce recul comme étant un recul de la solidarité au niveau régional, comme on nous l'a dit plusieurs fois, mais plutôt un signal fort que donne Prangin et sa population à une structure qui doit se réformer et qui, d'après nous, est toujours utile à la région. Il faut travailler avec, mais il faut qu'elle soit inclusive et que dans l'idéal, elle inclue l'ensemble des communes pour qu'on puisse travailler ensemble. Comment vous envisagez ce travail jusqu'en 2020 ? Bon, la marge de manœuvre de toute façon de nos délégués est quand même relativement limitée, c'est ce qu'on avait remarqué. D'ici à 2020, on va régler les affaires courantes. Des investissements auront lieu ou une organisation de travail au niveau régional pour résoudre les problèmes régionaux va continuer à se faire. On en a discuté en interne dans le comité référendaire. On n'a pas vraiment d'idée précise sur la manière dont ça va se passer. C'est vrai que la question se pose de la présence des délégués du conseil communal, notamment au conseil intercommunal, sachant que la commune de Prangin va sortir de la région. Donc j'imagine qu'on va porter la question devant le conseil communal pour demander à ce dernier de décider s'il souhaite ou pas que des conseillers intercommunaux continuent de siéger au conseil intercommunal ou si on laisse la chaise vide et que les intérêts de Prangin jusqu'à l'échéance de la sortie ne soient pas représentés. Et une fois que Prangin sera sorti officiellement de région de Nyon, quel avenir vous imaginez pour votre commune ? Alors c'est une excellente question. Je pense que la roue va continuer de tourner, la Terre va tourner en 24 heures, rien ne va changer de ce point de vue-là. Il faudra voir au cas par cas, on va voir si l'argumentation du comité 62 s'avère correcte, notamment qu'on soit amené à coopérer sur des projets régionaux, soit à travers Région de Nyon, soit de manière bilatérale ou multilatérale avec d'autres communes. À Nyon, les citoyens devront certainement se prononcer sur l'heure supplémentaire accordée le samedi. Lundi, un référendum a été déposé au greffe communal, lancé par les partis de gauche, le syndicat Unia et plusieurs vendeuses. Action coup de poing, les vendeuses défileront dans les rues nyonnaises le 14 juin prochain, lors de la journée de la grève de la femme. Ce matin, il y a le comité référendaire accompagné d'un groupe de vendeuses de la ville de Nyon, appuyé par le syndicat Unia, qui a déposé
la demande de référendum sur les extensions des horaires d'ouverture en ville de Nyon. On ne peut pas chercher à résoudre le problème de la concurrence en ligne par l'extension des horaires d'ouverture. Toutes les études ont démontré qu'il n'y a pas de corrélation directe entre ces deux phénomènes. Il y a d'autres facteurs qui agissent sur le niveau qui agissent à la baisse du niveau du commerce aujourd'hui dans la réalité. Donc les vendeuses avaient fait une série de propositions qui n'ont pas été prises en compte malheureusement. Du coup, on fait appel à la population pour trancher sur la question. Du point de vue des vendeuses, qu'est-ce que ça change cette heure d'ouverture en plus? Ça veut dire que c'est des heures de présence longues et astreignantes. On sait que les 42 heures par semaine, ce sont des heures de présence qui sont fatigantes. Et surtout, je dirais que pour moi, ça ne se justifie pas. On travaille sur la place de Nyon depuis plus de 17 ans. Je vois vraiment la fréquentation du magasin après 18 heures. Et voilà, donc je me bats un petit peu pour les générations à venir, à savoir que les conditions de travail ne s'améliorent pas, les salaires ne s'améliorent pas non plus. Et puis à un moment donné, il faut dire stop. Stop, je pense que les jours de veille fériés et jours de fête, les vendeuses ont autre chose à faire que d'être présentes jusqu'à 19h dans les magasins. Ces heures en plus, ce ne seront pas des jobs étudiants? Non, je pense. Effectivement, on pourrait demander aux jeunes étudiants qui cherchent un emploi d'été ou autre sur la place de Nyon. On ne va pas les engager à l'année pour faire 18h, 19h le samedi et les jours de veille fériée. Ça, c'est utopie. Parmi les membres du comité référendaire, il y a les partis de la plateforme de gauche, PS et Verts. Pourquoi ces partis se sont-ils associés à ce comité référendaire? Pour nous, pour trois raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de convention collective qui a été signée et que le conseil communal ne peut pas se substituer aux partenaires sociaux qui doivent trouver un accord avant de prendre une décision. Et cette décision, elle a été unilatérale et c'est une des raisons pour laquelle nous lançons ce référendum. Pourquoi ne pas avoir agi au sein du conseil et être revenu sous forme de référendum? Alors au sein du Conseil, je pense qu'on a débattu avec force et conviction. Maintenant, UNIA s'est lancé aussi dans ce référendum. On a décidé de les accompagner. Il n'y a pas que les Verts et le Parti Socialiste, il y a aussi le POP qui a décidé de se joindre à nous. Et puis voilà, pour nous, c'est aussi un moyen de représenter les vendeuses, les indépendants pour les conditions de travail et puis cette heure d'ouverture qui ne nous paraît pas une nécessité absolue. Tout le monde veut sauver le commerce local, le petit commerce, mais cette heure supplémentaire ne va pas sauver le petit commerce. Aujourd'hui, à la rue de la Gare, les 3/4 des magasins ne profitent pas de l'ouverture jusqu'à 18h, ferment plus tôt. Et donc, visiblement, vraisemblablement, cette heure, elle n'est pas faite pour les petits commerces. Ce matin, le référendum a été déposé. En termes d'échéancier, d'agenda, qu'est-ce qui va se passer? Disons maintenant, après ce dépôt, la municipalité va siéger très prochainement pour décider de l'acceptation ou non du référendum. Après, il y aura une date qui va nous être indiquée et à partir de cette date-là, nous allons démarrer la récolte des signatures sur 30 jours. Donc voilà, après il y aura toute la période de la campagne qui va se dérouler. Et puis voilà, il y a une étape fondamentale, disons entre deux, c'est le 14 juin, la date du 14 juin, la journée de la grève féministe en Suisse. Et particulièrement à Nyon, les vendeuses ont décidé de faire un cortège dans la ville de Nyon le 14 juin à partir de 19h. Nasrat Latif et ses invités s'intéresseront à cette question dans le débat de la semaine. Toujours à Nyon, ce samedi 25 mai, on célèbre le COSI. La population est invitée à la grande fête d'inauguration du complexe scolaire et sportif du COSI. La réception officielle est prévue avec la présence de la conseillère d'État Cézla Amarel, mais aussi des autorités nyonnaises et de la direction de l'établissement primaire de Nyon. En août dernier, 400 écoliers prenaient possession du complexe scolaire et sportif du COSI. De pouvoir construire une école, c'est toujours quelque chose de très sympa. C'est différent que construire des logements ou des bureaux, c'est quelque chose pour les enfants, donc ça nous tient beaucoup plus à cœur. 9 mois plus tard, l'architecte en charge du projet est de retour sur le site. Le COSI est désormais entièrement fonctionnel et c'est l'heure du premier bilan. Pour nous, c'est très intéressant de voir si ce qu'on a mis en place, le travail qu'on a fait, si ça fonctionne, si ça correspond aux besoins des utilisateurs. Je suis assez surpris bien de la manière que fonctionne le préau. C'est un espace qui est utilisé même en dehors de l'école par les gens qui viennent jouer ici, faire du skateboard. Et sinon, non, je vois que les enfants ont pris position des couloirs, ils ont décoré leur classe. Et du coup, je pense que
ça a l'air de fonctionner. Il aura fallu 2 ans d'élaboration et de planification au bureau lausannois lauréat du concours d'architecture avant d'entamer la construction du complexe, puis encore 3 années de chantier avant de pouvoir livrer les bâtiments. Il existait déjà le projet du parc. C'était un concours qui était gagné auparavant par le bureau Hussler paysagiste. Et l'objectif du concours était de compléter cet équipement public par ce bâtiment, un bâtiment scolaire, une piscine, une salle de sport, qui devrait venir en périphérie de ce parc. Le COSI, c'est donc 3 bâtiments. Le premier abrite une piscine, le second une salle omnisport triple et le troisième 24 salles de classe pour les 4-12 ans ainsi qu'une UAPE et un restaurant scolaire. C'était important de laisser le site assez poreux, de permettre les passages de nord au sud et en longeant les bâtiments aussi. Donc ça, c'était aussi une demande du plan de quartier. Donc nous, on a proposé différents cheminements qui permettent de longer les bâtiments et traverser le site. Pour l'architecte, les contraintes résidaient surtout dans la configuration du terrain. Très allongé, il fait plus de 300 mètres de long. La volonté était de trouver un moyen de tenir ensemble ces bâtiments. Donc ce qu'on a proposé est créer un plateau, une sorte de niveau de référence en rapport avec le parc, mais surélevé par rapport à la rue. Et sur ce plateau, on venait poser les 2 édifices sportifs en extrémité. Et ces 2 édifices étaient liés par la barre de l'école. Les matériaux principaux utilisés pour cette construction sont aussi au nombre de 3. Béton, bois et aluminium doivent faire sentir le tout comme un ensemble dont les parties s'adaptent au gré des besoins. Les bâtiments sportifs ont les 2 une charpente entièrement en bois. Donc c'est des portées assez énormes de 40 mètres pour la salle de sport. Et puis cette charpente est posée sur un soubassement en béton. Le bâtiment de l'école, pour des raisons structurelles, est construit en béton. Mais dans l'école, on a voulu retrouver cet élément de bois. Donc justement, on a proposé un parquet en lame de chêne. Et tous les 3 bâtiments ont le même concept de façade. C'est des meneaux verticaux en aluminium qui donnent une sorte de trame de fond sur tout le site. Et ensuite, on a travaillé avec des remplissages différents, des verres, des pleins, selon les besoins du programme derrière. Samedi 25 mai, c'est l'inauguration officielle du complexe. Au programme animation et partie officielle, mais aussi des chœurs d'enfants. Des enfants qui ont déjà adopté le COSI comme lieu de vie. Toujours en fête, le quartier d'Iconote fête cette année ses 5 ans d'existence. L'occasion de faire le point de situation sur l'écoquartier de Gland, bien sûr, et sur son association avec sa coprésidente Christelle Giraud. Bonjour. Bonjour. Alors un écoquartier, en quelques mots déjà, rappelez-nous qu'est-ce que c'est ? Un écoquartier a pour but de réduire l'empreinte écologique des habitants du quartier. Alors ça peut se faire de différentes manières, grâce à une construction optimale, grâce à une efficience énergétique également maximale. À titre d'exemple, le quartier est alimenté par un réseau de chauffage à distance qui est lui-même alimenté par des copeaux de bois de la région. Il y a également 1000 m² de panneaux photovoltaïques qui sont installés sur le garage aérien du côté de l'autoroute. Mais un écoquartier se doit aussi d'assurer une mixité sociale et puis intergénérationnelle, ce qui est le cas à Gland, et puis également de mettre à disposition des habitants des espaces communs comme des aires de jeu, des jardins potagers où les gens peuvent se retrouver facilement et tisser des liens. En 2013, le quartier accueille ses premiers habitants. Aujourd'hui, est-ce que les besoins de ces habitants ont changé ? Alors c'est une bonne question. Je pense que le quartier a été construit dans une région où on a quand même une pénurie de logements avec 1% de vacances. Un quartier tel que celui-ci a probablement fait une sorte d'appel d'air. Donc beaucoup d'habitants sont venus de Lausanne, de Genève. Et puis finalement, beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas ou des non-glandois se sont retrouvés dans ce quartier. Alors je ne sais pas si ça a véritablement, les besoins ont changé, je ne sais pas. Est-ce que vous avez la sensation qu'en tout cas les habitants de ce quartier ont pris conscience, voilà, un quartier vert, mais appliquent ces gestes au quotidien finalement ?
Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Je pense que le quartier est composé de personnes qui sont sensibilisées à la question développement durable ou environnemental. Ce n'était peut-être pas le cas en 2013-2014. On a vécu une situation un peu paradoxale. Les personnes qui ont acheté dans les PPE sont majoritairement des personnes qui étaient sensibilisées à cet aspect-là. Les régies n'ont peut-être pas tout le temps joué le jeu sur la sensibilisation de leurs futurs locataires. Votre association a donc comme objectif de créer ce côté social, vous nous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait aussi du coup forcément un objectif plus écologique à l'avenir pour conscientiser les gens aussi à faire des gestes au quotidien, des gestes faciles? Oui, alors tout à fait. L'association a été fondée en 2015 sous l'impulsion d'une animatrice de quartier qui avait été engagée au tout départ par le constructeur. Son rôle était de fédérer les premiers habitants pour constituer cette association, écrire les statuts de l'association. Mais le premier objectif de cette association, c'était bien de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, fédérer les gens, tisser des liens, construire des ponts pour améliorer le vivre ensemble. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, je pense que nos événements attirent énormément de monde et on se devrait, et je pense que c'est le but de l'association pour ces prochaines années, c'est d'augmenter les activités ou les ateliers pour sensibiliser les gens dans le quartier. Ça pourrait être des éco-gestes, par exemple, ou typiquement, la semaine dernière, nous avons organisé notre premier atelier de jardinage urbain sur balcon, écologique, et nous accueillerons le 21 juin également, on projettera le film Le Premier Pas. Voilà, exactement, tout à fait, en collaboration avec le Festival du film vert. Ouais, donc plusieurs ateliers qui sont faits justement pour que les gens puissent se rencontrer avec différents objectifs. Iconote, c'est 10% de la population glandoise. Monde à part ou quartier intégré finalement dans la ville de Gland? Alors au tout départ, je pense que c'était un monde à part. Malheureusement, le quartier n'a pas bénéficié d'un processus participatif tel qu'on peut le voir dans le canton de Genève, dans la construction de leur écoquartier. Donc finalement, c'est un quartier qui a été construit sur un champ de coquelicots qui n'a peut-être pas nécessairement plu à la majorité des Glandois. Ceci dit, notre rôle aussi en tant qu'association, c'est de s'ouvrir sur les immeubles et le reste de Gland. Et c'est pour cette raison qu'on collabore volontiers avec d'autres associations glandoises et qu'on invite aussi les Glandois à nos différents événements. Mais est-ce que vous avez la sensation que le quartier finalement est intégré dans le cadre d'une politique urbaine globale ou pas? Pas sûr. Pas sûr. C'est le but. On aimerait vraiment pouvoir améliorer ce côté-là et avoir un quartier beaucoup plus intégré dans la commune. Mais c'est en bonne voie. Et l'association est là pour faire vivre ce quartier, vous nous le disiez tout à l'heure. Donc au quotidien, à quoi ça ressemble une journée ou plutôt la vie au sein du quartier Iconote? Alors la vie, elle a surtout sa place une fois que les enfants rentrent de l'école et surtout au printemps, en été, les rues s'animent plus particulièrement. Il y a une fontaine, les enfants vont jouer, les enfants sortent leur vélo, les personnes âgées vont se promener, les tables de ping-pong sont utilisées et puis surtout les jardins potagers sont utilisés, donc il y a pas mal de va-et-vient et puis c'est toujours l'occasion de papoter en semant, en cultivant. Donc la vie prend surtout sa place une fois que l'école se termine. Et l'occasion de voir tout ça, ce vendredi 24 mai, lors de la fête des voisins, qu'est-ce qu'on pourra y faire ? Alors, pas mal de choses. C'est l'occasion cette année, en effet, de fêter les 5 ans du quartier. Donc, on a visé assez grand. On a la chance, durant nos événements, de régulièrement accueillir entre 100 et 200 personnes. Pour la fête des voisins, on attend entre 200 et 300 personnes. Il y aura des animations pour les enfants. Il y aura un clown. Il y aura aussi le stand de Dive Bar qui nous fait l'honneur de venir présenter leur bière. Et puis, on aura également un chœur d'hommes qui viendra, le tout dans la bonne humeur. Chacun apporte de quoi manger, de quoi griller. Des grilles seront mis à disposition des habitants. Et puis, voilà, bonne humeur pour tout le monde et on espère une belle soirée qui se finisse tard.
Et question très naïve, mais est-ce qu'il reste de la place au quartier Aïkenote ? Alors oui, il reste apparemment des appartements, donc soyez les bienvenus et puis n'hésitez pas à contacter l'association. On sera ravis de vous faire un tour du quartier, de vous présenter les différentes choses sur ce territoire. Christelle Géraud, merci d'avoir été avec nous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite. La semaine prochaine, retrouvez nos émissions Best of. D'ici là, portez-vous bien et profitez du soleil.